Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo, ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Sons of Faeræl, un jeu de 2 à 4 joueurs d'une durée annoncée entre 60 et 120 minutes mais comptez au moins 120 minutes dans vos premières parties parce que c'est du bon, c'est du lourd, c'est du long et donc c'est un jeu de Tabula Games, de l'auteur c'est Christian Zoli de 2 à 4 joueurs et donc Tabula Games, l'éditeur qui vient de sortir ce jeu sur Kickstarter. C'est donc un proto. Tabula Games, c'est pas rien comme éditeur, un éditeur italien qu'on aime beaucoup chez 20 jeux, donc qui a fait des jeux comme Icaion, Mystea, Barbarians, donc des jeux souvent complexes, des jeux plutôt Eurogames, avec très peu de hasard, mais en même temps avec un thème bien imprégné, avec des figurines, et donc on a un mélange, une petite inspiration américaine, tout en étant dans des mécaniques à l'européenne, comme on aime chez nous. Sons of Faeræl ne déroge pas à cette ligne éditoriale, vous allez le voir tout de suite. On est dans un thème incroyable qui reflète bien dans les mécanismes et qui sont toujours des mécanismes européens. Donc nous arrivons dans une forêt, dans une nature luxuriante avec une faune et une flore incroyables et le tout est superbement équilibré. La nature fait bien les choses, il y a les grands gardiens qui vont veiller à ce que tout se passe correctement et de manière équilibrée et harmonieuse. Et nous sommes des petits waybits qui allons nous installer dans tout ça. Évidemment, c'est magnifique et on va magnifiquement s'intégrer et donc respecter l'équilibre de la nature et jouir de ce paradis terrestre, on va dire, jusqu'au moment où un étrange mal va venir un petit peu s'immiscer dans tout ça, la corruption. Et la corruption va aussi bien se ressentir dans les plantes et dans les animaux, dans la faune et dans la flore, que dans notre fort intérieur. Et allons-nous plutôt basculer du côté sombre de la force ou rester des waybits exemplaires qui vont se battre pour respecter la nature? Là est l'essentiel de Sons of Faeræl. Voici donc le plateau et le matériel de Sons of Faeræl. Notez que, évidemment, le petit disclaimer au début, nous sommes dans un matériel de proto. D'ailleurs, vous le verrez sur la fiche de Kickstarter, tout ça est beaucoup plus beau. Nous sommes aussi sur des règles de proto, donc je ne vais pas rentrer non plus dans tous les détails des règles parce qu'ils sont susceptibles d'évoluer. Et également, je ne vais pas me permettre de juger de l'équilibre du jeu, étant donné que tout ça est toujours en termes de construction. Sachez quand même que j'ai trouvé certains petits déséquilibres, mais encore une fois, les règles ne sont pas définitives et surtout ne sont pas encore très claires. Donc il y a des zones d'ombre dans les règles qui fait que si tout ça est expliqué plus tard beaucoup mieux, eh bien ces petits déséquilibres seront supprimés rapidement. Donc je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Et je suis d'ailleurs sûr que Tabula Games, les autres jeux qu'ils ont fait, Barbarians, Icaion, Mystea, ne souffrent pas vraiment de déséquilibre, donc ils vont bien le faire. Ici, il n'y aura pas de souci. Mais pour vous expliquer un peu le jeu, qui est assez particulier, toujours dans cet esprit de jeu Eurogames lié à un thème un petit peu plutôt américain. Donc ici, vous avez le plateau du jeu avec les différentes régions. Chaque région, eh bien, vous voyez en fonction de la couleur, va produire des ressources de la couleur équivalente. Les ressources sont des cartes vertes, rouges, bleues, jaunes et noires. Et donc vous avez le jaune, le vert, le rouge et l'eau qui vont produire. Le noir, c'est la corruption. Ça se gagne selon certains critères. Et ce sont des jokers. Donc l'avantage de la corruption, c'est que justement, ça vous donne plus de souplesse dans la couleur des cartes, mais le désavantage, c'est que ça fait augmenter votre corruption, ça peut mal tourner tout ça. Donc,
Ça, c'est le plateau. Vous avez les grands gardiens. Vous les voyez comme ça. On va se mettre comme ça. Voilà. Vous voyez, ça, ce sont les grands gardiens. J'imagine ce seront des figurines dans le Kickstarter. Mais donc, vous avez un gardien par area. Hein. Donc, une area, c'est toujours 4 régions. Hein. 1, 2, 3, 4. Hein. Ici, 1, 2, 3, 4. Et chaque fois, vous avez un gardien par area et qui va se déplacer éventuellement de région en région. Vous avez les settlements, les huttes, on va dire, des waybits des joueurs ici. Et vous avez des cartes que vous allez pouvoir gagner, des habilités de région. Vous avez aussi des héros des joueurs qui ont un casque. Le casque est représenté par ces pastilles. Ça sera beaucoup plus beau dans le Kickstarter, qui leur donne une certaine habilité pour combattre des menaces. Donc les menaces, vous les voyez, ils attaquent en fait les grands gardiens. Les menaces ici, c'est une menace verte, là aussi. Et vous avez, je pense, ici une rouge et là aussi une verte. Et donc c'est un héros avec un casque rouge qui va pouvoir combattre la menace rouge, et un héros avec un casque vert qui va pouvoir combattre une menace verte. Vous avez ici, un peu comme dans CO2, c'est assez marrant, ça me fait en tout cas penser à CO2, c'est la liste des objectifs. Donc vous allez devoir atteindre ces objectifs et ça sera une condition de victoire. Vous avez des habilités à gagner, donc chaque héros va pouvoir gagner des habilités, et vous-même en tant que joueur vous allez gagner des herbes qui sont aussi des habilités. Voilà un petit peu pour le plateau. Vous allez pouvoir aussi construire des blooms, je ne sais pas comment on dit en français, ce sont des blooms qui vont permettre de combattre aussi les menaces du territoire. Vous avez vos plateaux personnels où vous voyez les habilités de votre héros. Donc ça, c'est un héros avec 4 habilités. Normalement, ils se mettent le long, mais sinon, c'est plus difficile à placer. Vous avez les tuiles actions pour réaliser les actions. Et vous avez les petits carrés qui sont des objectifs, puisque l'objectif du jeu, chaque fois que vous réalisez un objectif, vous prenez un petit carré et vous le placez dans l'objectif, et dès qu'un joueur a réussi tous ses objectifs, la partie est terminée et ce joueur a gagné. Donc c'est ça l'objectif du jeu, c'est réussir 6. Vous avez, chaque joueur a 6 petits cubes, 6 objectifs parmi tous ces objectifs-là. Mais c'est pas facile, je vous le dis tout de suite, c'est pour ça que le jeu est long. Et pour les atteindre, eh bien, vous allez pouvoir faire les différentes actions. Alors, comment se joue une partie de Sons of Faerûael? Voyons ça tout de suite. Donc, vous avez le jeton premier joueur, et chaque joueur a 3 jetons actions. C'est au tour du premier joueur. Le premier joueur va réaliser une de ces 3 actions génériques. Je dirais que donc, chaque action permet de réaliser plusieurs actions. Donc, vous mettez un groupe d'actions différents. Hein. Donc, vous voyez, ça, c'est la tuile événement. On peut réaliser ces actions-là. Ça, c'est la tuile, je vais la mettre comme ça parce que c'est dans cet ordre-là. La tuile tribe qui permet de réaliser toutes ces actions-là. Et ça, c'est la tuile héros qui permet de réaliser ces actions-là. Donc, vous réalisez une des actions génériques qui vous permet de réaliser une des actions. Et puis c'est au joueur suivant qui va réaliser par exemple celle-ci, et puis le troisième joueur qui va réaliser, je ne sais pas moi, celle-là par exemple. Et puis on revient au premier joueur, et dès que tous les joueurs ont réalisé leurs 3 jetons actions, on les retourne tous face visible, et on passe le jeton premier joueur au joueur suivant. Donc c'est pas plus compliqué que ça, c'est comme ça que ça tourne, c'est comme ça, et dès qu'un joueur atteint tous ses objectifs, eh bien, le jeu est terminé. Alors maintenant, on va voir c'est quoi les actions. Donc la première action, c'est
l'action événement. Donc il y a une jolie petite aide de jeu ici en papier qui explique qui donne un résumé de chaque phase. L'événement, en fait, la première chose, c'est que ce qui est assez sympa d'ailleurs, hein, donc les ressources sont ces cartes. Hein, donc vous voyez ici le joueur a trois cartes jaunes, pardon, 3 cartes vertes et une carte bleue. Il peut aussi gagner des cartes rouges et là vous avez toutes les couleurs de cartes. Donc, mais ces cartes au dos, on voit des grands gardiens. Donc, un des grands gardiens qui est... mais ça chaque carte à son dos a des grands gardiens différents. Vous voyez, hein, donc, c'est pas parce qu'à la face, c'est une ressource que c'est le même grand gardien. Et donc, quand on commence cette phase, on peut dévoiler un grand gardien, mais pas défausser la carte, juste le dévoiler pour le déplacer. Alors c'est important, hein, donc les grands gardiens, ce sont ces jetons-là. C'est important parce qu'un grand gardien qui a un jeton menace en dessous de lui va bloquer le territoire. Donc ce territoire-ci ne produit pas la ressource verte quand un grand gardien qui est menacé est sur le même territoire. Donc ça va créer un peu d'interaction entre les joueurs puisque on va tenter de déplacer les grands gardiens pour libérer les régions qui sont bloquées où on est présent ou inversement pour aller bloquer les adversaires par des grands gardiens menacés. Donc ça c'est la première chose qu'on fait à la phase d'événement, c'est déplacer un grand gardien. Si évidemment plus on a de cartes ressources, il n'y a pas de limite, hein, plus on a de cartes ressources, plus on aura le choix de déplacer le grand gardien qu'on veut et donc plus facile et plus efficace sera cette première action dans la phase d'événement. Ensuite on va aller tirer des jetons actions. Début du jeu, on en tire un au hasard. Donc là-dedans, il y a des jetons actions comme ça. Hein, donc pour chaque type de grand gardien, mais il y a aussi des jetons menaces comme ça. Ce sont des jetons menaces, hein, ce n'est pas des jetons actions. Donc si on tire un jeton d'un des grands gardiens, attention, ils sont recto verso, donc on doit, je ne sais pas, le jeter en l'air pour le faire atterrir sur une de ces deux faces, puisque vous voyez que le grand gardien diffère en fonction de la face. Donc ici, par exemple, on a tiré celui-là. Eh bien, on va aller chercher le grand gardien grenouille, il est là. Et ben, ici, dans ce cas-ci, il a déjà un jeton menace sous lui. Donc, il va perdre le jeton menace. On va le défausser et on va mettre le suivant. Mais comme il a perdu un jeton menace, la menace générale sur le peuple va augmenter. Et quand ceci arrive à 0, eh bien, enfin à 15, pardon, au maximum, le jeu est terminé et peut-être que tous les joueurs ont perdu. Et ça, c'est la grande originalité de Sons of Faerûel, c'est que l'objectif du jeu est de réussir les objectifs, et le premier qui a réussi tous ces objectifs a gagné, mais tous les joueurs peuvent perdre si ce jeton arrive au maximum. Alors donc c'est bien le principe d'un semi-coopératif, ce n'est pas le premier jeu à avoir cette particularité, mais ici, le jeu va plus loin, c'est-à-dire que un joueur peut devenir le grand méchant. Sur cette piste-là, vous allez gagner de la corruption en fonction de certaines actions. Et le premier joueur qui arrive au maximum reçoit le grand corrompu. Il le place à la place d'un de ses héros et il va recevoir le jeton héros du grand corrompu qu'il va placer sur le plateau. Et à partir de ce moment-là, ce joueur, son objectif unique, c'est justement que le jeton Doom arrive au maximum. Parce que quand il arrive au maximum, il aura gagné. Et plus personne ne sait lui prendre. Donc les autres joueurs vont tous se battre ensemble pour qu'il ne gagne pas. Tout en sachant qu'il n'y a qu'un seul joueur qui gagnera. Hein. Donc soit c'est le grand méchant qui va gagner grâce à une menace de 15, soit c'est un des joueurs qui gagnera parce qu'il aura réussi tous ses objectifs. Donc ça c'est vraiment pas mal parce que souvent, moi en tout
cas ce que je reproche dans les jeux semi-coopératifs, c'est que dès que le joueur qui est à la traîne sent qu'il va perdre, il va faire en sorte que tous les joueurs perdent, comme ça au moins il n'est pas le seul à avoir perdu, quoi, et personne n'a gagné. Et ça arrive malheureusement assez souvent. Ici, dans ce cas-ci, eh bien, souvent, le joueur qui est à la traîne va peut-être plutôt veiller, ce qui n'est pas toujours évident, je vous l'accorde, mais va essayer de veiller à être le grand corrompu pour pouvoir lui-même gagner. Et à partir du moment où il devient le grand corrompu, les autres joueurs vont encore plus être solidaires pour se battre contre lui. Donc ça donne une dynamique un petit peu nouvelle dans le genre semi-coopératif, très intéressant et qui marche assez bien dans ce jeu, bien que, comme je vous dis, c'est assez difficile avec les règles actuelles de devenir le grand corrompu. Il faut un peu de chance parce que on sait progresser là de différentes façons, mais la meilleure façon, c'est quand on pioche ses jetons menaces, puisque quand on pioche ses jetons menaces, on peut augmenter là en prenant une carte ressource joker corrompu. Donc c'est que comme ça, mais il faut un peu de chance. Avec les règles actuelles là, mais une fois qu'un joueur y est, eh bien tout à coup la dynamique du jeu change complètement. Et donc ça c'est pas mal. Hein. Si personne n'y est et que le marqueur Doom arrive à 15, alors tous les joueurs ont perdu, un peu plus classiquement comme un jeu de semi-coopératif. Donc je reviens, donc on pioche. En fait, on va piocher autant de jetons menaces qu'en fonction de l'endroit où se trouve le jeton Doom. Donc jusque 4, on en pioche 1, jusque 9, on en pioche 2, et jusque 15, on en pioche 3 à cette phase. Et donc, si on en pioche un d'une couleur, on le place en dessous d'un grand gardien. S'il a déjà un jeton corrompu, pouf, le marqueur Doom augmente de 1. Si on pioche un comme ça, d'office, le marqueur Doom va augmenter. Vous allez pouvoir augmenter de ce côté-là ou diminuer. Donc ça c'est assez sympa. Ça déclenche une phase de corruption et dans cette phase de corruption, soit vous en profitez, vous prenez une ressource joker qui est souvent bienvenue parce que c'est pas évident d'avoir les 4 couleurs de ressources et vous prenez une ressource joker et vous avancez vers la corruption, ou bien vous pouvez plutôt vous défaire de certaines ressources pour revenir en arrière jusqu'à être pas du tout corrompu, ce qui peut être intéressant aussi. Pourquoi ? Parce qu'il y a un des objectifs qui est celui-là, qui n'est de ne pas être corrompu du tout. Donc voilà, donc c'est pas mal. Vous voyez la dynamique. D'un côté, on est tenté d'avoir des ressources joker et d'avancer vers le mauvais côté des choses. De l'autre, eh bien, on sacrifie un des objectifs pour ça. Donc, et une fois qu'un joueur est du côté le plus corrompu, si quelqu'un d'autre y avance, eh bien, il garde le jeton du plus corrompu et le jeton Doom augmente de 5. Donc c'est assez punitif, donc on peut avancer un petit peu, mais pas trop, pour pouvoir revenir en temps voulu. Donc voilà, on tire les jetons corruption au hasard, donc il y a du hasard. C'est le seul hasard. C'est pas trop gênant, bien que, comme je vous dis, finalement, c'est que quand vous avez ces jetons de corruption qui sortent, et ils ne sortent pas souvent, il y en a beaucoup moins que les jetons de couleur, que vous allez pouvoir augmenter sur la piste de corruption. Et donc c'est à ce moment-là que vous aurez plus le choix de savoir si vous passez du côté obscur ou pas. On place les jetons corruption en dessous des joueurs, des grands défenseurs, des grands gardiens, et puis on va déplacer le marqueur ici le long de la roue. Alors de combien de cases on va le déplacer? En fait, ça dépendra du nombre de settlements qu'on a construit. Donc ici, vous voyez, le joueur a construit ces 3-là, et donc il a une capacité maintenant de 6. Donc il va pouvoir déplacer ce marqueur-là de 1 à 6.
Et en fonction de l'endroit où il arrive, soit il arrive sur une couleur, et à ce moment-là, tous les joueurs qui ont un settlement sur un terrain de cette couleur reçoivent une ressource de cette couleur. Soit il arrive sur un jeton grand gardien, et donc par exemple ici, le grand gardien c'est lui, eh bien tous les joueurs qui ont un marqueur de settlement sur la région où se trouve le grand gardien reçoivent la ressource ou les ressources. Donc si un joueur a plusieurs, il reçoit ces deux ressources de cette région, en sachant qu'un grand gardien corrompu bloque la région de l'area ici. Donc le jaune ne recevra rien dans ce cas-ci si on prend le joueur ici choisit ça. Donc vous voyez là aussi pas mal d'interactions, parce que souvent, sauf peut-être au début du jeu quand on est encore au tout début et qu'on n'a pas encore construit beaucoup de settlement, mais souvent on va faire bénéficier aussi les autres joueurs de cette action. Et donc les ressources vont tomber, mais peut-être pas la couleur qu'on recherche. Donc on va bien faire attention, essayer de s'avantager par rapport aux autres joueurs, peut-être aussi à profiter des jetons corrompus sur les grands gardiens pour choisir la meilleure option en veillant aussi à avoir les couleurs qu'on recherche. Pourquoi? Parce que ça c'est fini pour la première phase, la phase d'événement, mais la deuxième phase, la phase de tribe, c'est quand on réalise cette action-ci, c'est aller faire des courses en fait. On va pouvoir, et là ça devient de plus en plus complexe, parce qu'on va pouvoir dépenser ces combinaisons de ressources pour réaliser une de ces actions-là. Et donc en fonction des ressources que vous avez à votre disposition et des combinaisons que vous avez, à noter que souvent, vous allez être assez spécialisé dans l'une ou l'autre ressource. Et donc, ce n'est pas évident d'avoir des ressources différentes. Il n'y a pas de joker, à part la corruption, mais qui arrive rarement. Il n'y a pas de joker ou de capacité d'échanger deux cartes d'une couleur contre une autre. Donc, ce n'est pas toujours évident, bien que vous allez pouvoir gagner des habilités, comme ici, le joueur a l'habilité de pouvoir échanger une ressource verte contre une ressource rouge. Donc c'est que comme ça que vous allez vous gagner un peu de souplesse, parce que sinon c'est pas évident d'avoir toujours les couleurs des ressources que vous recherchez pour réaliser l'action. Alors donc ça c'est pas mal aussi. Enfin, d'un côté c'est dur, ça allonge le jeu aussi parce que vous n'allez pas pouvoir toujours faire tout ce que vous voudrez. D'un autre côté ça vous demande pas mal de planification. Et comment je vais faire? Il me manque du rouge, comment je vais faire? Il me faut absolument utiliser mon settlement sur le rouge là. Oui, mais pour le moment il y a un grand gardien qui est corrompu, qui est sur la case, elle ne sait pas produire. Donc, il va falloir que je fasse en sorte de le déplacer, etc. Donc, vous allez faire une certaine planification pour arriver à vos fins et arriver à avoir là où les couleurs qui vous manquent. Alors, qu'est-ce que vous allez faire comme action? Donc, vous allez pouvoir engager un nouveau héros. Un héros, donc, c'est un héros, je vais le faire bouger un petit peu, mais un héros, normalement, c'est comme ceci. Donc lui, c'est un héros avec toutes ces capacités-là, et le joueur avait un deuxième héros, comme ça. Donc c'est engager un nouvel héros. Donc, quand on engage un nouvel héros, on choisit la couleur du masque qu'il va prendre, on le place comme ça, et on va lui donner sa capacité ici, et deux cubes d'actions qui vont pouvoir compter les actions que chaque héros va pouvoir faire. Donc chaque héros de standard va pouvoir réaliser 2 actions, celui-ci 3. Pourquoi? Parce qu'il a déjà gagné 4 habilités à partir du moment où vous voyez où il a 4 habilités, il gagne un 3e jeton action. Donc voilà, ce joueur maintenant a 3 héros. Ça se traduit à ce qu'il va prendre son dernier jeton héros avec un masque vert. Donc il va prendre le masque vert et il va le placer sur le plateau à côté de un de ses settlements. Donc par exemple ici, son settlement est là, il peut le mettre ici. Donc les héros se
déplace le long des routes. Donc voilà, ça c'est engager un nouvel héros. La première action qu'on peut faire à la trêve. La deuxième action qu'on peut faire, c'est augmenter d'un niveau un héros. Donc un héros, ici vous voyez le héros il est de niveau 1, c'est le nombre de tuiles comme ça qu'il a là, et ce héros là il est de niveau 4. C'est important d'augmenter les niveaux parce que quand on regarde ici, eh bien vous avez les niveaux, vous voyez ici le joueur a un héros de niveau 4, il va pouvoir réaliser cet objectif là. Donc quand on augmente d'un niveau, on va aller chercher une des tuiles disponibles, on paye soit 3 du bleu ou du rouge pour l'avoir, et on paye autant que le niveau qu'on recherche. Donc, et on va prendre la première tuile d'une des 4 piles qu'on veut, et on va l'ajouter à son héros. Comme ça, par exemple. Donc, ici, c'est le niveau 2, donc ça demande 2 cartes de bleu ou de rouge pour l'augmenter. Ainsi, si je veux l'augmenter ici, pour arriver donc au niveau 5, ça me demandera 5 cartes. Donc plus un héros va augmenter le niveau, et tout ça, ça va lui donner des capacités. Des habilités, d'échanger, des réductions de coûts. Ici, par exemple, ça veut dire que quand il augmente d'un niveau, ça lui coûte une carte rouge en moins. Ici, ce sont des actions qu'on n'a pas encore vues. Là, c'est des déplacements supplémentaires qu'il va pouvoir faire. Donc, voilà, plein de petites capacités sympathiques quand vous avez des héros avec des level up. Donc évidemment, ça donne une certaine asymétrie et ça, personnellement, en tout cas, j'aime beaucoup avec des puissances, des pouvoirs que vous allez pouvoir optimiser pour arriver à vos fins. Ça, c'est augmenter le build a settlement, c'est construire un settlement. Vous payez les ressources en fonction du nombre de settlements que vous avez déjà construit. Donc ici, il y en a en fait 4 et donc celui-ci vous coûte 5 cartes, 5 vertes ou 5 jaunes, et vous allez prendre et le placer à côté d'un settlement déjà construit à votre couleur, comme ça par exemple, et ça permet évidemment de gagner plus facilement et plus souvent des ressources essentielles, surtout en début de partie, de construire des settlements, mais en plus ça vous permet aussi de gagner un objectif. Ici c'est d'avoir 4 settlements adjacents, et là c'est 4 settlements sur le jaune, sur le bleu, sur le vert ou sur le rouge. Ça c'est vraiment pas évident, parce que vous n'avez pas beaucoup intérêt à vous spécialiser dans une couleur. Comme je vous dis, on ne sait pas faire d'échange, donc, ou difficilement en tout cas. Donc se spécialiser dans une couleur, ça peut être dangereux, mais c'est quand même des objectifs, mais c'est pas facile à obtenir cela. Donc voilà, ça c'est pour la troisième action. La quatrième, build de beacon, donc 2 jaunes, 1 rouge pour construire ceci. Vous voyez, c'est bien rappelé sur le plateau, donc ça c'est assez sympa. Et vous allez construire un de ces beacons sur le plateau, par exemple celui-ci, et vous le construisez là. Ça viendra jouer lors de la phase d'événement. Donc lors de la phase d'événement, vous vous rappelez quand on va tirer les jetons menaces, les joueurs qui ont des beacons vont pouvoir combattre en défaussant le beacon, combattre la menace qui est dans un grand gardien de la même couleur. Et quand vous combattez une menace, vous augmentez votre jeton menace de la couleur correspondante ici, et vous gagnez une ressource de la couleur correspondante. Donc ici, jaune, je gagne une carte jaune. Ça, c'est quand j'utilise mon beacon. Voilà à quoi ça sert. Donc ça va vous faire augmenter le long des menaces. C'est important parce que là aussi, vous avez des objectifs. Les menaces, avoir détruit 4 menaces bleues, etc. de chacune des couleurs. Comme je vous dis, on spécialise plutôt dans une couleur. Donc l'avantage des beacons, c'est que vous pouvez aller dans d'autres couleurs. Et en plus, vous avez même l'objectif d'avoir réduit 4 menaces de couleurs différentes. Donc là aussi, c'est bien. Et évidemment, ça va empêcher le marqueur Doom d'augmenter, parce que moins il y a de menaces, chaque fois qu'on va en piocher des nouvelles, on risque pas de tomber sur un grand gardien qui a déjà une menace sous lui. Et donc, on va augmenter moins souvent le marqueur Doom, et donc moins souvent perdre la partie tous ensemble.
Voilà pour les beacons, ils ne peuvent se combattre contre une menace que s'ils sont de la couleur de la menace, celui-ci étant un joker. Donc quand on construit celui-ci, c'est un joker, mais en plus, c'est aussi un objectif. Donc hop, quand vous avez réussi à construire celui-là, donc ça vaut peut-être la peine de le construire et puis de ne jamais l'utiliser pour empêcher les autres joueurs de réussir cet objectif qui est assez facile à obtenir. Voilà. Donc ça, c'est pour Build a Beacon. Build a Spiritual Totem et un Nailbomb. Donc, un Spiritual Totem. Ah oui, le Spiritual Totem, j'avais un trou, mais c'est tout simplement celui-ci. Hein. Donc, c'est le beacon spécial qui est Joker. Alors, Build Nailbomb, c'est construire une de ces cartes ici. Donc, ça vous coûte 2 vertes, 1 rouge, et ça vous donne des habilités. Hein. Ici, chaque fois que vous, dans la phase où vous allez construire, vous ne devez pas payer un rouge ni un bleu. Ici, vous pouvez vous battre contre une menace jaune. Et ici, si votre héros est vert, ce qui est le cas pour ce joueur-là, il peut se déplacer d'une case en plus et son héros est considéré comme ayant une amélioration supplémentaire pour l'objectif d'amélioration. Donc voilà, donc ça vous donne des habilités supplémentaires. Donc ça c'est pas mal aussi, hein, puisque vous avez les niveaux des héros qui vont vous donner des habilités, mais aussi les herbes. Et vous allez aussi, la dernière action, c'est être copain avec un grand gardien et donc gagner la carte du grand gardien en question. Donc ici, le gardien c'est la tortue, vous voyez, et là vous voyez que la tortue est là. Donc chaque grand gardien a une carte comme ça que vous allez pouvoir aussi gagner. Si vous voyez 2 bleus, 1 vert, 1 jaune, vous gagnez la carte, ça vous donne une habilité spéciale et en plus ça vous permet d'arriver aussi à un des objectifs, c'est d'avoir 3 cartes de grands gardiens pour réussir cet objectif. Donc voilà, en plus vous voyez c'est assez bien fait parce que la carte est exactement, tombe exactement, enfin bon voilà, c'est un petit détail mais c'est sympa, hein, celle-ci aussi, hein, c'est pas mal, enfin bon. Donc voilà, donc ça c'est pour toutes les actions qu'on peut faire pendant la phase Tribe. Et la phase héros, eh bien vos héros vont pouvoir aussi se déplacer. Et donc, chaque héros, on va reprendre ce joueur-ci qui s'était bien spécialisé dans les héros, qui était pas mal d'ailleurs, hein, qui était une bonne stratégie. Chaque héros va pouvoir faire des actions en fonction du nombre de jetons actions. Donc ici, il peut faire 3 actions, puisque ce héros pourra en faire 2 et celui-ci aussi. À noter que certaines habilités, dont vous voyez celle-ci, en jouant une carte rouge, je vais pouvoir réaliser une action supplémentaire avec cet héros. Donc, y a des habilités qui permettent de faire encore plus d'actions. Et quelles sont les actions que le héros va pouvoir faire? La première chose, c'est se déplacer en fonction du nombre de spécialisations qu'il a. Donc, lui 4, lui 2 et lui 1. Chaque héros, en se dépensant 1, peut se déplacer de 4, 3, 2, 1 cases. Donc, simplement, hein, se déplacer d'un point à un autre. La deuxième chose qu'il peut faire, c'est résoudre une menace. Donc, si un héros arrive sur un coin où se trouve une menace de sa couleur, de la couleur de son bouclier, donc ici de vert, eh bien, il peut résoudre la menace. Hein. Donc, pour un point d'action, il enlève la menace. Il gagne une ressource verte. Donc ici, il prend une carte verte et il augmente son jeton menace vert de 1. Et même chose, on arrive dans les objectifs. Ça, c'est résoudre une menace. La troisième chose qu'il peut faire, c'est aller chercher une quête. Pour aller chercher une quête, celui-ci, en tout cas, il est vert. Hein. Celui-là, par exemple, il a un casque jaune. Donc, il va prendre, pour aller chercher une quête, il va prendre une carte jaune. Il prend une carte jaune et il la met sur son plateau personnel ici. Et il regarde de l'autre côté l'animal, le grand gardien qu'il doit aller, chez qui il doit réaliser cette quête. Et donc, le joueur avec son héros ici va devoir aller jusqu'au grand gardien ici. Et pour une action, il peut réaliser sa quête. Quand il réalise sa quête, en fait, la carte ici, eh bien, passe tout simplement dans ses ressources et il va prendre un petit jeton comme ici, il va prendre un petit jeton pour compter le nombre de quêtes qu'il a réussi puisque
là aussi, le nombre de quêtes est un objectif du jeu. Donc, quand on réussit 4 quêtes, on a un objectif supplémentaire au jeu. Donc voilà, donc j'ai parcouru toutes les actions, réaliser une quête, aller chercher une quête, résoudre une menace et se déplacer. Vous avez également les actions de vos habilités héros. Hein. Donc par exemple ici, vous allez pouvoir résoudre une quête qui n'est pas de la couleur du masque du héros. Donc par exemple, ce héros-ci, il a un masque jaune, il ne peut pas résoudre cette quête rouge. Mais avec cette habilité, il peut résoudre une quête d'une autre couleur. Et ça, c'est important parce que ça lui permet d'augmenter son marqueur de quête rouge et donc d'arriver à l'objectif de réussir des quêtes multicolores. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est facile, c'est plus facile d'avoir une quête d'une seule couleur puisque ça dépend du casque de vos héros. Donc votre héros vert ne sait réussir que des quêtes vertes. Donc il va aller chercher toutes les quêtes vertes, il va se déplacer pour aller chercher une quête verte et quand il réussit une quête verte, il va gagner dans le vert et donc pouvoir réaliser juste celui-là. Et pouvoir avoir des habilités qui permettent de résoudre d'autres quêtes permet justement de gagner cet objectif de multicolore ou évidemment d'engager, mais ça coûte évidemment, hein, d'engager des héros de différentes couleurs. Comme ça, on peut aussi résoudre différentes quêtes de différentes couleurs. Donc voilà. Donc voilà pour le jeu. Hein. Donc ça tourne très très bien. Vous allez vous déplacer, résoudre vos quêtes, combattre la corruption, veiller à ne pas être trop corrompu, faire attention évidemment au marqueur Doom et foncer pour arriver à suffisamment d'objectifs, à vos 6 objectifs avant que le marqueur Doom soit là-bas. Dès qu'un joueur arrive à trop de corruption, il endosse le rôle du méchant, lui va faire en sorte que le marqueur Doom monte au maximum pour gagner contre les autres joueurs. Voilà, c'était donc la dégustation de Sons of Faerûn, donc un jeu très complexe, hein. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais vous voyez dans l'explication, je n'ai pas été dans les détails des détails, mais déjà comme ça j'ai pris pas mal de temps à vous expliquer le jeu, donc un jeu assez complexe, assez original aussi dans le sens où on n'a pas l'habitude de voir ce genre de mécanique, donc on essaye de comprendre, hein. Moi il m'a fallu quand même quelques heures pour bien comprendre les règles, j'ai dû les lire, les relire, c'est pas évident, donc un jeu donc original dans ses mécanismes avec ces grands gardiens qui sont corrompus, comment les corrompre, comment gagner de la corruption, perdre de la corruption, tout ça c'est des choses que vous allez apprendre au fur et à mesure de vos parties, hein. C'est pas après une partie que vous allez maîtriser la bête, hein. Donc il y a vraiment une belle marge de progression avec assez peu de hasard mais quand même un peu de frustration, hein. Donc il faut accepter ça, hein. Vous allez pas toujours obtenir les ressources que vous recherchez, donc vous allez chercher des moyens, il y aura certains moyens mais pas facile à obtenir pour obtenir les ressources que vous cherchez avec des échanges et des choses comme ça, mais il faut encore avoir cette capacité là, il faut attendre que le jeton tourne autour et arrive au terrain qui vous intéresse pour avoir les ressources que vous recherchez, donc il peut y avoir de la frustration parce que quand vous n'avez pas la ressource et que vous savez plus que faire qu'une seule chose puisque vous avez ces 3 actions, c'est d'acheter et que vous n'avez pas de ressources, vous pouvez même perdre un tour, rien acheter ou acheter quelque chose qui vous intéresse moins pour ne pas perdre le tour, je dirais. Donc voilà, il peut y avoir un peu de frustration, c'est pas évident, mais sinon ça donne vraiment une dynamique, un thème vraiment bien imprégné avec les grands méchants, les grands gardiens, vous êtes ici avec vos héros pour les sauver, vous avez évidemment cette mécanique incroyable de jeu qui peut basculer du mauvais côté, avec tout à coup, alors que tous les joueurs jouent, on va dire, ensemble contre la corruption, tout à coup un joueur qui bascule du côté corrompu et qui va se battre contre les autres, donc ça n'arrivera pas dans toutes vos parties, donc ça arrivera plutôt même rarement, mais il y a toujours cette menace qui guette, et donc ce thème aussi qui est imprégné, puisque vous allez vivre avec cette menace, vous allez vous combattre cette menace, et ensemble, donc il y aura une certaine solidarité, combattre cette menace, tout en ayant cette course aux objectifs. Un petit peu dommage que les objectifs soient toujours les mêmes à toutes les parties, on aurait peut-être voulu un peu plus de variété à ce niveau-là, mais la variété, vous l'avez quand même grâce aux capacités que vous allez gagner dans les herbes, dans les capacités de vos héros, donc pas mal de choses, évidemment, on est
du Tabula Games. Donc vous voyez vraiment un thème imprégné, mais aussi pas mal de choses novatrices et de sensations de jeu agréables. Voilà, c'était donc la dégustation de Sons of Faerûn. J'espère que ça vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.